Quelle est la signification des rêves et si le rêve était simplement une autre forme de conscience? Le phénomène du rêve questionne la conscience. Et si on commençait à admettre que le rêve puisse être une autre forme d'expression de la pensée, une autre forme d'expression de la conscience, et non pas quelque chose d'absurde, ce qui est une fausse croyance malheureusement très implantée dans notre société. Donc dans cette vidéo, je vous propose de considérer le rêve non pas comme une fantasmagorie absurde, sans queue ni tête, mais comme une autre forme d'expression de votre conscience. Je prendrai appui sur mon expérience en tant qu'onirologue, ainsi que sur les recherches récentes en sociologie et en psychologie. Et puis je vais vous donner des pistes pour vous mettre à l'écoute de cette autre forme de conscience qu'est le rêve. Dans cette aventure, vous irez à la rencontre de votre intuition, de votre guidance intérieure. Vous découvrirez que votre âme sait beaucoup de choses avant vous et ce qu'elle espère pour vous. Vous découvrirez que les rêves sont bel et bien des messages. En effet, l'interprétation des rêves, le travail sur ces rêves, vise à se connecter à sa sagesse intérieure et donc à entendre, à accueillir une autre voix que celle du mental, la voix du cœur, la voix de l'âme, la voix de qui on est vraiment. Ce qu'on appelle la voix de l'individuation, c'est-à-dire le fait d'être un individu unique, qui a une vie unique, qui a une trajectoire unique et qui est là pour s'épanouir. La première chose à bien prendre en compte, c'est que pendant des siècles et même pendant des millénaires, la signification des rêves n'était pas absurde. Bien avant l'ère du matérialisme, qui est devenue un petit peu la pensée dominante aujourd'hui, et depuis la fin du XVIIIe siècle, les anciens avaient compris que le rêve n'était pas un récit absurde, quelque chose qui bug dans notre tête. Dans toutes les sociétés antiques de notre région du monde, c'est-à-dire européenne et méditerranéenne, le rêve avait une place importante, il y avait une tradition d'onirologie. Le rêve était considéré comme un message reçu par un rêveur, un message venu d'ailleurs, ou du moins d'un endroit différent de ce que l'on appelle, nous, le mental. Et donc chercher à comprendre le sens, le message de ce rêve semblait plus ou moins évident. J'ai choisi de vous parler de différentes conceptions anciennes du rêve dans notre région à nous, parce que c'est ce qui nous permet de mieux comprendre où on en est aujourd'hui, pour la relier aux travaux assez récents de Carl Gustav Jung pendant le XXe siècle. Et l'idée, c'est donc de vous montrer que la psychologie analytique permet à la fois de renouer avec une sagesse qui était une sagesse ancienne, mais également d'inclure les progrès en psychologie, même avec une certaine prescience pour Jung de phénomènes qu'on observe maintenant sur un plan scientifique. Donc, allons faire un tour dans l'Égypte antique. Pour les Égyptiens de l'époque des pharaons, lorsqu'on s'endort, on va où? On va au pays des morts. La signification des rêves est importante pour les Égyptiens. Le rêve est le lieu de rencontre entre le monde des vivants, du réveil, et le monde des morts, auquel on accède la nuit. C'est pourquoi les messages que contiennent les rêves, pour eux, sont riches d'une grande sagesse, puisque ça nous permet de sortir de notre point de vue de vivant et de nous ouvrir à une compréhension du monde beaucoup plus globale, en accueillant quelque part une autre dimension. Alors ça, c'est intéressant parce que cette conception égyptienne est assez proche de la conception jungienne du rêve, notamment avec la notion d'inconscient et la définition de l'inconscient tel qu'on le conçoit en psychologie analytique. Donc pour Carl Gustav Jung, l'inconscient et l'au-delà sont synonymes. Parce qu'en fait, l'au-delà, qu'est-ce que c'est? L'au-delà, c'est ce qui est au-delà de ce qu'on peut voir, observer, sentir, conceptualiser. C'est ce qui est au-delà de la conscience, au-delà de ce qu'on connaît. Et donc, tout ce qui est au-delà de ce que notre conscience éveillée peut comprendre, connaître et juste imaginer est dans l'au-delà. En psychologie, on utilise le mot inconscient et dans l'inconscient. C'est pour ça que pour Jung, ce sont des synonymes en termes conceptuels, parce que l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, ce qui est au-delà de la conscience, et l'au-delà, c'est ce qui est au-delà également de la conscience, c'est-à-dire au-delà de la vie. Donc pour lui, ce sont deux concepts qui sont très proches et qui peuvent être synonymes. Pour Carl Gustav Jung, l'inconscient n'a pas d'espace-temps. Il est tout ce qui n'est pas conscient, du moins pas encore conscient, il peut être subconscient. Et donc les rêves nous apportent des informations précieuses sur des choses dont on n'a pas conscience. Donc considérer l'inconscient comme un synonyme de l'au-delà, c'est rester tout simplement ouvert face aux phénomènes qui surviennent, les rêves en premier lieu, qu'on expérimente et qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi ils surgissent. C'est donc s'ouvrir à la dimension sensée du rêve et l'accueillir comme un autre point de vue sur la réalité. Et donc ça nous permet aussi de tenir compte de cet autre endroit où nous plonge le sommeil et dans lequel on passe quand même 6 à 8 heures par nuit, la moitié quasiment, non pas la moitié, c'est je crois un tiers, un peu plus d'un tiers de notre vie qu'on passe à dormir. Donc c'est admettre que même lorsqu'on dort, il y a encore des mouvements, notre âme est en mouvement et qu'on peut accueillir les mouvements de cette âme en se mettant à l'écoute des rêves. Voyons maintenant comment le rêve était traité dans la période de la Grèce antique. Donc pour les Grecs, dans l'Antiquité, le rêve est envoyé par les dieux.
Comprendre le message d'un rêve, c'est donc comprendre un message divin. Le rêve, pour les Grecs, est tendu vers l'avenir et donc il va raconter la direction qu'emprunte le rêveur. Le rêve va pouvoir le mettre en garde lorsque le rêveur se trompe et qu'il va vers de mauvaises décisions. Ça lui permet également d'anticiper quand un malheur s'apprête à survenir, de se préparer au succès quand il doute et d'une manière générale d'être plus clairvoyant sur sa vie. Chez les Grecs, il y a quelque chose de fataliste. Le destin, pour les Grecs, on ne peut pas vraiment s'en protéger. C'est le fameux fatum, le destin grec, qui est très bien mis en scène dans les textes d'Homère et dans le théâtre de Sophocle. Cette conception du rêve grec mérite notre attention, parce qu'en tant qu'onirologue, et en tant que rêveuse, moi, je peux que être sensible à ça. En effet, souvent les rêves nous annoncent la survenue d'un événement qu'on ne peut pas empêcher. Et pour moi, c'est comme si le rêve cherchait à nous préparer psychologiquement. Et puis les Grecs sont sensibles, comme j'ai dit, à cette dimension prospective du rêve, c'est-à-dire que le rêve comme un moment où la conscience va se projeter. Parfois, quand on s'apprête à aller plutôt dans une impasse, les rêves vont nous signaler qu'il ne faut pas y aller et vont nous éviter de faire des erreurs. Même lorsqu'un rêve parlerait plutôt de la personnalité, de la manière dont le rêveur vit une situation et de la manière dont son psychisme est structuré, et ses blessures, et ses traumas, et son passé, etc. Et toutes les choses qui font sa personnalité. Enfin, un rêve qui ferait comme ça une photographie du psychisme est également une occasion pour le rêveur d'observer ses zones de tension, ses trucs à travailler, ses zones d'ombre, les sujets également qu'il évite, puis afin justement d'enrichir sa personnalité, d'être plus conscient de lui-même et d'être plus fort pour la suite. Donc un rêve est toujours tendu vers l'avenir. Carl Gustav Jung disait qu'un rêve avait toujours un temps d'avance sur le rêveur, puisqu'il est riche d'un contenu inconscient, donc qui n'a pas encore accédé à la conscience, qui n'a pas encore été assimilé. Et c'est vrai, les rêves nous prouvent que quelque chose en nous, c'est ce qui nous attend avant qu'on en prenne conscience, et que du coup, notre âme est riche d'une préscience particulière. Et si on s'intéresse au rêve, ça va nous permettre de mieux nous guider. Ensuite, voyons le rêve tel qu'il a été abordé par les religions monothéistes. Donc pour les 3 grandes religions monothéistes, qui sont le judaïsme, le catholicisme et l'islam, le rêve est envoyé par Dieu. Mais pour les catholiques et les musulmans, il peut être envoyé également par le diable. Alors qu'est-ce qui a amené ces 2 religions, qui sont en fait assez récentes sur l'échelle de l'humanité, ce sont des religions très jeunes, à ajouter une provenance satanique au rêve? Eh bien c'est simple, dans ces religions, Dieu est amour. Dieu, c'est vraiment l'archétype du bien. Et donc si les rêves ont une provenance divine, que faire des rêves désagréables, des cauchemars, des rêves négatifs et gênants? En effet, on a certains rêves qui peuvent être violents, même être très gênant quand on se réveille, il peut y avoir une dimension un petit peu immorale, mais qui donc est à l'origine de ces cauchemars? Dieu ne peut pas l'être. Et donc, on va créer la figure de Satan, et c'est Satan, le diable, qui va être à l'origine de ces cauchemars. Alors ça, c'est intéressant, ça nous permet d'aborder la question des mauvais rêves, et c'est vrai, quand on a un mauvais rêve ou un cauchemar, on a tendance à pas le raconter, quoi. On en a un peu honte, comme si c'était notre faute d'avoir fait ce rêve. Et donc, s'intéresser à la signification des rêves, c'est forcément se poser la question de la signification des cauchemars. En effet, ce sont rarement les beaux rêves, les rêves agréables qui nous poussent à rechercher des explications. Ce sont les rêves pénibles, les rêves déroutants qui provoquent des émotions telles que la peur, la colère, la tristesse, l'hésitation, l'abattement, etc. Sachant que la majorité des rêves dont on se souvient ont plutôt une coloration négative. Alors comment appréhender la signification des rêves et des cauchemars? La psychologie analytique de Carl Gustav Jung est également appelée la psychologie des profondeurs. On considère qu'à l'image du monde, la psyché n'est pas composée uniquement que du bien. Le mal existe aussi. Et ce qui se passe dans le monde est le reflet de ce qui se passe dans l'âme humaine. Toutes les tensions que l'on peut observer dans le monde, dans la matière, dans les conflits, dans les catastrophes, sont des tensions qui existent en germe dans l'âme de l'individu, dans sa structure, sinon ce ne serait pas possible à l'extérieur. Si on n'est pas capable d'être en désaccord et d'être tiraillé par des extrêmes, à l'extérieur, on ne serait pas capable non plus de nous disputer et d'être dans des situations aussi dramatiques. Le monde extérieur, dans lequel on vit actuellement, dans cette époque si particulière, il est bien l'œuvre des hommes, de ce que les hommes en ont fait. Et donc il y a cette idée comme ça que le monde extérieur reflète un petit peu l'état de la conscience humaine à un instant T, à une époque donnée, et vice-versa, qui se passe dans l'âme, et donc dans les rêves, peut être un reflet aussi de l'état du monde extérieur. Donc un cauchemar, un rêve effrayant, un rêve honteux, n'a pas forcément une signification négative. Ça ne veut pas dire que la personne qui en a rêvé est une mauvaise personne ou qu'elle a décidé de rêver de ça, ça n'a pas de sens. Un rêve gênant ne veut pas non plus dire que vous avez des désirs inassouvés, un petit peu gênants et honteux, tels qu'on peut le penser quand on a quelques notions de la théorie freudienne. Donc non, ce n'est pas ça.
Si vous faites un rêve perturbant, c'est juste que vous êtes humain et que vous vivez des conflits intérieurs, des dilemmes, des émotions, des tensions, des épreuves compliquées, que vous vous remettiez en question et que la vie elle est pas simple et la vie elle nous met à l'épreuve. Donc interpréter un rêve, c'est quoi? C'est aller comprendre sa signification. Notez vos rêves pénibles, notez-les et faites-les interpréter ou apprenez l'onirologie pour les interpréter tout seul parce que ce sont les rêves négatifs qui sont les plus intéressants, qui vont nous donner des informations les plus intéressantes et les plus différentes de ce qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment ceux-là qui vont nous permettre d'élargir notre point de vue. Il faut accorder une importance aussi aux émotions ressenties pendant le rêve et puis après, quand on est réveillé, pour essayer de voir qu'est-ce qui est touché et quelle action je peux faire pour mettre en place l'équilibre en fait vers lequel tend le rêve. Parce que si le rêve nous montre un problème ou un conflit, c'est bien parce qu'on a en nous-mêmes les ressources et les capacités de passer outre et de vraiment résoudre ce problème. Le rêve en tant qu'envoyé de l'âme, en tant que message de l'âme, vous veut toujours du bien, puisque l'âme veut votre bien, c'est votre âme, donc elle veut que vous soyez heureux. Donc il n'a pas en soi l'intention de vous perturber, il cherche à vous réveiller pour que vous vous mettiez en mouvement. Et puisque l'objectif de l'âme, c'est l'harmonie, comme la nature, la nature, l'objectif de la nature, c'est l'harmonie, et c'est l'action qu'on a sur la nature qui crée des harmonies malheureusement. Et donc l'inconscient n'est ni blanc ni noir, ni bon ni mauvais, et si pour vous réveiller, pour vous secouer, il a besoin d'envoyer un rêve désagréable, et bien il le fera. L'interprétation des rêves donne des clés pour comprendre le message, pour modifier son attitude, pour corriger son regard et pour en fait rétablir l'homéostasie du corps. Et depuis Jung, qu'en est-il? Alors Carl Gustav Jung est mort en 1961. 2 ans plus tôt, en 1959, Michel Jouvet a découvert le sommeil paradoxal. Les travaux de Michel Jouvet ont permis de découvrir que pendant le sommeil paradoxal, nous avions une activité cérébrale différente. Le sujet est totalement endormi, plongé dans un sommeil particulièrement profond, immobilisé, mais son activité cérébrale est intense. Le rêve onirique, donc le rêve symbolique qui nécessite une interprétation, survient donc dans des conditions particulières. Et pendant ce sommeil paradoxal, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont actives. On observe une activité endogène reliée à la zone frontobulbaire, c'est-à-dire à la base de la nuque, là. Endogène, ça veut dire que le rêve n'est pas le résultat d'un stimuli extérieur ou d'un bug du cerveau, mais c'est bien un récit créé de A à Z et qui survient sans stimuli externe ou interne, donc de manière autonome. Autrement dit, le rêve est produit par une zone de cerveau différente de celle de la pensée à laquelle on est accommodé lorsqu'on est réveillé, et donc qui dit production différente, dit une forme de pensée différente que celle qu'on connaît habituellement. Et donc chercher la signification des rêves, c'est déjà admettre qu'on a affaire là à un autre type de discours, une autre forme d'expression de la pensée. Qui plus est, pendant le sommeil, le lobe frontal est inactif. Le lobe frontal, c'est ce qui permet la réflexion, la communication, c'est le siège de la conscience réflexive, donc du mental. Et c'est parce qu'on a un lobe frontal actif qu'on a conscience qu'on est conscient. C'est la conscience qui a conscience d'elle-même. Et donc dans la journée, c'est pour ça qu'on réfléchit et c'est pour ça qu'on est vachement dans le mental, c'est normal. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que le rêve se construit tout seul et qu'il survient dans un autre endroit de la conscience. Et ça signifie que le rêve n'est pas soumis à la possibilité de réfléchir, il est donc conscience à l'état pur. Ce qui nous amène donc à regarder le rêve selon le prisme de la neurobiologie et de la sociologie. La signification des rêves est à rechercher dans leur participation au corps, une participation qui préserverait l'individuation. En effet, pour le scientifique Michel Jouvet, le rêve est l'endroit de l'individuation, c'est-à-dire le moment où l'individu, coupé des sollicitations extérieures, coupé de ses obligations, de ses devoirs, de ses contraintes et donc de son mental, se retrouve en lui-même, se reconnecte à ce qu'il est vraiment, à sa nature profonde. Sachant que l'individuation est un terme qui s'est répandu grâce à Carl Gustav Jung et qui est l'objectif de toute analyse. Un travail en analyse, d'ailleurs quelle que soit la forme de thérapie qu'on fait, l'idée c'est bien de se rapprocher un maximum de qui on est pour se sentir bien, pour se sentir profondément aligné avec qui on est. Quelque part de retrouver son chemin. Et pour le sociologue Bernard Lahire, le rêve est une autre forme d'expression de la conscience. Selon lui, en effet, on ne cesse pas d'être conscient lorsqu'on dort, on ne cesse pas de penser et on a tort finalement de faire un amalgame entre la conscience et le mental. Ça, je trouve que c'est proprement révolutionnaire parce que si ce n'est pas le fait que je puisse réfléchir qui fait que je suis conscient, si ce n'est donc pas mon mental qui fait que je suis conscient, ça veut dire qu'on peut tout à fait s'en détacher et accueillir une acception du terme de conscience beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Et donc la conscience s'exprime via le rêve quand on dort. Alors la conscience, en fait, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le mental? Si on a tort de s'identifier au mental, au je pense.
La conscience, c'est l'âme finalement, et l'âme ne cesse jamais de s'exprimer via le mental lorsqu'on résout un problème, via le corps lorsqu'on souffre et qu'on a du mal à le verbaliser, donc via les manifestations somatiques, via l'intuition lorsqu'on écoute notre petite voix intérieure, via les conditionnements lorsqu'on écoute quelque chose d'inculqué, via l'imagination lorsqu'on dessine, lorsqu'on peint, lorsqu'on sculpte, lorsqu'on médite, et via le rêve lorsqu'on dort. Se mettre à l'écoute des rêves, c'est donc se mettre à l'écoute d'une autre partie de soi qu'on n'écoute pas assez, et c'est écouter la voix de l'individuation, la voix de son être profond qui cherche sans cesse à nous aligner avec ce que l'on est profondément, individuellement, pour nous permettre de développer notre potentiel et de trouver notre place dans le monde. Alors finalement, quelle serait la signification des rêves? Eh bien, personnellement, je n'aime pas enfermer le rêve dans une définition figée. J'ai trop de respect pour le rêve, pour l'enfermer dans quoi que ce soit. Pour moi, c'est un phénomène naturel complexe et merveilleux à observer. Mais du coup, je dirais que le rêve, c'est un autre langage. Qu'être onirologue, c'est-à-dire être interprète de rêve, c'est être capable de traduire ce langage, de l'accueillir, de comprendre ce qu'il signifie, pour rendre au rêveur le message que son âme lui envoie. Un interprète des rêves, c'est un intermédiaire qui aide au rêveur à assimiler le message qui vient du plus profond de lui. Si vous voulez recommencer à vous souvenir un peu plus régulièrement de vos rêves, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai intitulée 5 conseils pour vous souvenir de vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.